Je remercie Marc de m'avoir invité. Quand il m'a demandé de faire cette conférence, j'étais un peu étonné parce que je fais tout à fait autre chose maintenant, mais il m'a rappelé qu'il y a une douzaine d'années, j'avais travaillé, quand j'étais à la Cour des comptes, sur en fait, la première évaluation de politique publique que la Cour des comptes faisait, et on l'a faite sur les aides aux biocarburants. Voilà, donc, alors j'ai marqué que je suis un physicien parmi les chimistes, donc ne me posez pas trop de questions de chimie, mais par contre je vais introduire un peu le sujet de façon très complémentaire à Angélique sur les biocarburants vus un peu science et un peu politique publique et un peu réglementation, mais pas que. Et pour montrer un peu comment il peut y avoir des fausses bonnes idées. Donc, en termes de lecture, donc vous avez, quand je tourne la tête, on perd un peu le son. Vous avez donc plusieurs. Donc à la Cour des comptes, en fait, c'est collectif. Et j'étais rapporteur du document là. Alors, on va viser avec le pointeur. Comme je travaille dans les lasers, je sais viser avec. Donc la politique d'aide aux biocarburants date de 2012. Et j'étais rapporteur avec un collègue, Paul-Henri Ravier, qui précédemment était directeur adjoint de l'OMC. Très utile pour avoir une vision globale du commerce, parce qu'il y a beaucoup de commerce dans cette affaire. Et puis, la Cour des comptes est revenue en fin d'année dernière. Ça m'a bien aidé pour me remettre à flot un peu. Donc, vous avez ici, l'erreur de ma part, je vais revenir en arrière. Bon, c'est pas grave. Et puis, vous avez, j'ai mis un document de la National Academy of Science américaine qui revient là-dessus et qui met en cause beaucoup des concepts, des vues de l'esprit qui sont utilisées en fait pour démontrer que les biocarburants sont utiles pour le CO2, enfin pour tous ces problèmes d'émissions de carbone. Et alors, donc là, je suis revenu à une définition, puisque ce matin on en parlait, il n'y a pas de bonne définition. C'est une définition qu'a utilisée la Cour des comptes. Donc, un carburant produit à partir de matériaux organiques non fossiles provenant de la biomasse. Bon, on est tous d'accord. Alors, quelques chiffres, c'est majoritairement utilisé dans les transports en mélange avec les carburants fossiles. Donc, c'est des mélanges. Et donc, c'est l'éthanol, on en a parlé dans l'essence, et c'est ce qu'on appelle le biodiesel dans le gazole. J'y reviens après, donc sur les moteurs diesel. En proportion, actuellement, c'est à peu près 3% du pétrole. Voilà, ça vous donne à peu près les chiffres. Et les États aident, je vais expliquer comment, ça fait partie de la réglementation, des obligations. Alors pourquoi ils le font? Alors, il y a une jolie fable derrière, qui est le bilan carbone. A priori, c'est neutre. Hein. Donc vous avez à droite la méchante usine qui utilise du fossile et qui produit du carbone. Et puis à gauche, vous avez un cycle où la végétation absorbe le carbone. Et puis, quand vous brûlez, vous réémettez le carbone, et tout ça, c'est neutre, c'est un cycle fermé, ce qui n'est pas du tout le cas, mais on verra ça plus tard. Mais c'est joli à raconter. Alors, des chiffres d'abord, puisque c'est utile de voir de quoi on parle. Je me tourne ici parce que bon, j'arrive difficilement à voir les chiffres. Les biocarburants, c'est 4% de la consommation mondiale d'énergie dans les transports routiers. Donc, vous avez en vert... Vous avez l'essence, non, le gazole, en bleu l'essence, et en bleu foncé, donc, alors on va viser, vous avez l'ensemble des énergies alternatives qui ne sont pas fossiles, et dedans, donc 85 millions de tonnes équivalent pétrole, donc production annuelle, c'est 4% de ce total. Donc 4% de la consommation des carburants des transports, c'est des biocarburants. Donc c'est assez marginal, mais ce qui montre d'ailleurs que si on voulait multiplier par 25, il faudrait multiplier par 25 pour arriver à 100%. J'y reviendrai après pour montrer que c'est vraiment une limite. Alors, la consommation mondiale, elle a cru
voyez, de 2006, donc le total faisait 25 millions de tonnes équivalent pétrole, on en est à 80. Alors, 80 millions de tonnes pétrole, sachant qu'1 million de tonnes pétrole, ça va être 7,3 millions de barils. En fait, vous multipliez par 7, vous avez à peu près 560 millions de barils annuels, sachant que la production, enfin, ce qu'on produit en pétrole brut chaque jour, c'est 100 millions de tonnes. C'est 100 millions, excusez-moi, de barils. Donc, vous avez... C'est 6 jours de production, c'est équivaut à 6 jours de production mondiale de pétrole, pour faire les équivalences. Alors en France, que se passe-t-il en France? Alors d'abord, je vous rappelle les carburants qu'on utilise. Et alors quand on avait fait l'enquête, quand on demandait aux passants est-ce que vous savez que vous brûlez des biocarburants, personne ne le savait. D'ailleurs, le savez-vous? Vous brûlez des biocarburants quand vous utilisez votre voiture, puisque tous les carburants actuels en France contiennent des biocarburants. Donc le 98 en essence, le 95, alors le 95, donc c'est à peu près de l'ordre de 7% en maximum de teneur en éthanol. Alors ce n'est pas tout à fait de l'éthanol. En fait, le SP95, qui s'appelle aussi le E5, contient de l'ETBE. Donc le TBE, donc c'est un ester ouais, c'est ça. Le TBE, c'est un ester d'éthanol, tributyle, c'est ça, d'éthanol. C'est contient que 47% d'éthanol, donc n'est que 47% considéré comme bio. Et en fait, ça a remplacé un peu le plomb comme antidétonant. Une fois qu'on s'est débarrassé du plomb, ça a remplacé le plomb. Donc ça fait très longtemps que ça existe. Et le E10 contient 10%, peut contenir jusqu'à 10% en volume d'éthanol. Alors, vous avez aussi le E85, donc, qui existe en France aussi, donc c'est entre 60 et 85%, c'est presque, mais il faut des moteurs adaptés. En principe, au Brésil, ils le font beaucoup parce qu'il y a la canne à sucre, donc c'est le flex fuel. En France, il faut en principe mettre une adaptation. Il y a des petits malins qui le mettent dans leur moteur normal, vu que ça coûte pas cher. J'y reviendrai tout de suite, mais c'est pas une bonne idée. Alors vous avez dans les moteurs diesel, c'est pareil, des esters méthyliques d'acide gras. Et vous mettez du B7, c'est 7%, c'est obligatoire, donc du GNR, le B10, le B30, le B100, qui sont des véhicules dédiés utilitaires. Donc en principe, c'est le B7 que vous avez dans les véhicules. Et il y a aussi de l'éthanol pour certains camions avec des moteurs adaptés. Alors, juste, je vais très rapidement... En fait, il faut faire attention que le contenu énergétique est assez différent. Donc là, c'est une petite astuce, mais... quand vous payez des taxes au litre, c'est plus cher pour certains produits que pour d'autres, puisque l'éthanol, c'est en gros 30% de moins d'énergie par unité de volume que l'essence. Il y a peu de différence pour le biodiesel. Alors, en fait, donc l'exposé précédent a parlé des biocarburants 1G, première génération, mais c'est la grande majorité, je vais y revenir tout de suite, c'est la très grande majorité des biocarburants, et ces biocarburants viennent de l'agriculture. Donc là, vous l'avez, donc en France, vous utilisez à peu près 3% de la surface agricole pour produire des biocarburants, céréales et plantes sucrières. Et la répartition, donc vous la voyez là, je ne sais pas comment on revient en arrière. Voilà, on revient en arrière comme ça. Donc, vous avez ce que vous avez rapidement. Là, je vois sur le côté donc la betterave, le maïs, le blé et les résidus viniques. Donc, ça, c'est les déchets. Un peu de canne à sucre. Donc, ça, on l'a vu. Donc, c'est pour vous montrer qu'à la Cour des comptes, on va sur le terrain. Donc, en fait, et pour montrer en fait ce qui était intéressant, ce sont les investissements. Ce qui nous intéressait, c'est qui avait investi pour produire. Donc là, vous avez la fabrication d'éthanol à partir de betteraves. Donc c'est une sucrerie dans la Marne,
je ne dirais pas la compagnie, ce sont souvent des coopératives. Hein. Ce sont souvent les agriculteurs qui se réunissent en coopérative, pas toujours, mais souvent. Et donc, vous avez mes collègues et vous avez la distillerie derrière. Et on avait calculé que, en fait, pour produire de l'éthanol en France, on avait investi à peu près 1 milliard d'euros. Donc il fallait un retour sur investissement pendant un certain temps. C'était dans les années 2005-2007. Et puis, vous avez l'autre filière qui est très différente, qui était très dominée à l'époque par, donc on a regardé en 2012, par un groupe qui était des coopératives, hein, qui est le groupe qui s'appelait Sophie Protéol à l'époque et qui est le groupe Avril maintenant, et d'ailleurs le président de ce groupe-là était aussi le président de la FNSEA. Donc c'est pour montrer un peu le mariage entre l'agriculture, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, entre la politique agricole, dont c'était Xavier Belin, donc qui est décédé depuis, et qu'on a vu à double titre, à titre de président de Sophie Protéol, être président de la FNSEA, avec deux casquettes différentes. Donc, ce qui est intéressant dans cette affaire, on aurait pu le voir tout à l'heure, mais je ne l'ai pas montré, c'est le fait qu'on produit, quand on fait de l'agriculture, quand on utilise des matières premières agricoles, on produit aussi des coproduits qui servent à l'alimentation animale. Donc vous avez à la fois le biocarburant et vous avez de l'alimentation animale. Donc là, vous avez le procédé de fabrication. J'ai vu que le glycérol est très utilisé. J'en suis ravi parce qu'à l'époque, ils produisaient de la glycérine, mais ils ne savaient vraiment pas quoi en faire. Vous voyez qu'avec 1 tonne de graines initialement, vous produisiez quelque chose comme, je ne sais plus, 60 tonnes de glycérine, ce qui est énorme. Alors, il y avait de l'industrie cosmétique ou autre, mais c'était vraiment un problème de débouché. Bon, c'est pour vous montrer que c'est un mélange économique, agricole et énergie. Ce qui est important, c'est la part. Donc, tout à l'heure, j'ai mentionné 3%. Actuellement, elle tourne plutôt autour de 3,5% plutôt. C'est ce qui est consacré, la surface agricole consacrée au biocarburant. Donc, si vous vouliez faire du 100% de carburant à partir de la 1G, ben, c'est toute la surface agricole française qu'il faudrait y consacrer. Donc, ce n'est pas faisable. On ne peut pas aller très loin dans cette affaire avec la 1G. Alors, politique publique, on y revient maintenant en termes de public. Vous avez des objectifs et les moyens. Alors, on parlait d'agriculture. Alors, voilà la preuve. De 1992, en effet, comme ça a été mentionné, surproduction agricole, obligation des jachères par l'Europe, donc c'est la PAC. Mais les jachères ne sont valables que pour les cultures alimentaires. Vous pouviez faire d'autres cultures, d'autres types de cultures, et donc les cultures énergétiques. Donc, ce n'était pas idiot, ça permettait aux agriculteurs d'avoir un revenu complémentaire avec... Donc, c'était purement une politique agricole et qui a été pérennisée avec des avantages fiscaux qui font partie des moyens. Donc, en fait, vous avez 3 politiques qui s'entremêlent dans cette affaire. Vous avez une politique économique agricole avec donc des objectifs et avec des aides que je vais mentionner. Vous pouvez considérer que vous avez une politique aussi énergétique, politique d'indépendance, diversification, puis ça dépend des prix du pétrole, c'est vrai. Et puis une politique environnementale à double titre, donc les gaz à effet de serre et valoriser les déchets. Donc c'est la double fourchette. Qu'est-ce que vous avez? Alors ce qui est intéressant, c'est les moyens. Une politique publique, il faut qu'il y ait des moyens. Les moyens, vous avez des objectifs. Alors, vous avez des objectifs, on parlait de réglementation. Vous avez des objectifs réglementaires qui font partie d'une politique européenne, mais qu'on peut adapter au niveau national. Donc, la partie réglementaire européenne, c'est un minimum à avoir, mais vous pouvez faire mieux, si vous le voulez. Donc, des quotas d'insertion minimale de biocarburants. C'est-à-dire, donc, avec l'essence, en gros, vous devez mettre en bio, en gros, 9,6% en volume, et en gazole, vous devez mettre 8,7% en volume. Ça, c'est un minimum. Tout à l'heure, j'ai montré des maximums. Alors, faut savoir que ces règles
elles ne sont pas physiques, dans le sens où vous avez certains produits qui comptent double. Les produits, les déchets comptent double. Je vais y revenir tout de suite, c'est intéressant, ça a été mentionné. Quelles sont les conséquences? Alors, vous avez push-pull, en gros du push et du pull. Vous avez une politique d'incitation fiscale, c'est-à-dire une réduction de la taxe intérieure des consommations des produits énergétiques. Donc en gros, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle une dépense fiscale, c'est une moindre taxe, une baisse de taxe. Ça coûte 300 millions d'euros à peu près à l'État chaque année. Et puis vous avez une pénalité qui s'appelait il n'y a pas si longtemps que ça la TGAP, la taxe générale sur les activités polluantes, qui a un nom baroque maintenant, donc je ne le dirai pas, vous pouvez le lire. En gros, vous avez une obligation en haut d'insertion. Pour chaque litre manquant, vous devez payer une taxe supplémentaire. Donc, en gros, 1 € si vous manquez un litre de biodiesel. Et c'est valable pour chaque distributeur. Donc, ce n'est pas global, c'est chaque distributeur doit avoir cette pratique. Alors, ce qui est intéressant, ces deux, ça fait des distorsions quand même assez importantes de marché. Pourquoi l'huile usagée coûte plus cher? C'est simplement que cette taxe est captée en partie par le producteur. En gros, il dit à celui qui l'achète, si vous ne l'achetez pas, vous payez 1 € d'amende. Donc faisons 50-50. Donc je monte mon prix de 50 centimes. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est plus cher. Donc c'est une distorsion de marché, mais c'est très efficace. Cette taxe rapporte 0 à l'État. Ça veut dire que tout le monde remplit son quota. Mais en fait, quelqu'un le paye en partie, c'est le consommateur, à travers la capture, comme je vous ai mentionné. Donc c'est une distorsion du marché. Et puis, alors, en fait, est-ce qu'il y a de la science? Il n'y avait pas eu beaucoup de science dans cette affaire, c'est très politique. Et moi, j'avais été frappé par le journal donc Science, qui est publié à l'époque, un article, et il mettait en exergue un peu tous les paramètres. Et il y en a un paquet de paramètres qui interviennent dans cette politique. Alors, je vais aller plus vite parce que je vais me faire rattraper. Alors, premièrement, c'est stupide d'utiliser les biocarburants pour l'énergie. C'est complètement stupide. En termes de surface, enfin d'énergie par surface, c'est ce qui est le plus mauvais. Si vous regardez déjà par rapport aux différentes filières énergétiques, donc vous avez ici, qu'est-ce que ça? C'est le rendement en watts par mètre carré ramené de façon annuelle. Alors on dit la photosynthèse, c'est un rendement, etc. Mais combien de cultures par an vous pouvez faire? 2 récoltes? Donc de toute façon, vous voyez, c'est un cycle de 2, ça ne va pas loin. Donc, si vous regardez, vous pouvez considérer que si une année, vous avez en moyenne 100 watts par mètre carré pour le solaire, l'hydroélectrique, l'éolien, l'algue, la biomasse, c'est peanuts. Donc en termes de surface, c'est ce qui est pire. Et alors, il y a une étude beaucoup plus récente, ça date de 2008, c'est le ministère de l'écologie qui avait fait dans un rapport, ça vient de sortir, c'est ramené à l'électricité. Vous avez toutes les sources d'énergie. Donc vous avez, alors ça se traduit, combien d'hectares faut-il par terawatt-heure? Et par année, évidemment, c'est ramené sur une année. Et vous voyez que le nucléaire, c'est ce qui est le plus dense, on le sait. Et là, vous avez la biomasse. Alors, vous avez à un moment la biomasse des déchets. Mais là, il y a une astuce, c'est que leur calcul compte. Alors, il y a à la fois dans les résidus, vous avez des cultures dédiées, et puis vous avez les résidus. Et pour les résidus, ils considèrent que la surface est nulle, puisqu'il n'y a aucune surface dédiée, puisque c'est des déchets qu'on ramasse un peu partout. Donc, il y a un biais, et on le verra tout de suite, c'est pas si simple, l'histoire des déchets, ça a déjà été mentionné. C'est pas si simple. Donc vous voyez le nucléaire, le géo, le vent, ça, je me rappelle plus ce que c'est, mais c'est le gaz, naturel gaz, hydro, le charbon, etc. Bon, donc ça, je vais vous donner la référence. Donc la biomasse, de loin le plus mauvais. Alors, est-ce une politique en faveur de l'environnement et du climat?
J'avais adoré cette publicité que j'avais trouvée au Salon de l'Agriculture en 2011, je crois, dans le stand de Protéol. Savez-vous que vous avez des fleurs dans votre réservoir? C'est très joli, mais est-ce que ça correspond à la réalité? Alors, même le ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de l'Environnement, qui s'occupe des deux, reconnaît que les biocarburants, défavorables sur l'axe biodiversité, et il dit favorable sur l'axe climat. Climat, donc, c'est CO2. Donc, ça explique pourquoi. Et de toute façon, tout le monde est embêté parce qu'on reconnaît que c'est, même pour l'environnement, c'est pas terrible. Alors, je vais revenir aux chiffres. Vous avez, donc, l'analyse la plus précise avait été faite par l'ADEME en 2009. Alors, c'est assez précis, hein, parce que quand on regardait leurs documents de travail, ils avaient regardé tout le cycle de fabrication, comme ils disent, du champ à la roue, et regardé la baisse donc, d'émissions de la 1G, des biocarburants, par rapport à l'essence, ou par rapport aux carburants fossiles. Et ils avaient trouvé des chiffres relativement valable, sachant qu'au niveau européen, n'est reconnu comme biocarburant que si on a un gain supérieur à 50%. Donc à l'époque, la plupart étaient favorables, mais ils l'ont dit, ils ne tenaient pas compte d'un facteur qui est une expérience par la pensée, qui est donc ce qui s'appelle le CAVI, donc c'est le changement d'affectation des sols indirects. C'est-à-dire quand vous cultivez des biocarburants, vous repoussez des cultures agricoles ailleurs et ça risque de prendre aux dépens de forêts ou de champs, ou etc. Et quand vous reprenez ça en compte, l'Europe avait demandé en 2020 ou 2021 une analyse en tenant compte de ce point-là. Vous voyez que la plupart des biocarburants produisent, soi-disant, plus de CO2 que le fossile, le record étant détenu par le palme. Donc le palme, parce que le palme prend aux dépens de la forêt, hein, ça s'étend beaucoup, mais ce n'est pas le seul. Hein, vous voyez ici qu'il y en a beaucoup qui dépassent 100%, c'est le fossile. Donc il y en a qui gagnent un peu, mais en fait, du côté biodiesel, on ne gagne rien du tout. Pour l'éthanol, oui. Et en France, la betterave est reconnue comme étant relativement efficace, on gagne 50%. Donc j'ai bientôt fini. Donc des questions difficiles, parce que la politique peut changer. Directive européenne. On a des usines déjà construites, mais disons après notre rapport, c'est quand même relativement amorti. La fin annoncée 2035 des moteurs thermiques, c'est annoncé. Une opinion publique qui est partagée quand même sur cette affaire. La guerre en Ukraine qui modifie le ratio sur l'énergie et sur la nourriture. La réglementation, j'y reviendrai après. Alors, qui doit le payer, le surcoût? Est-ce que c'est le contribuable ou le consommateur, sachant que le contribuable paye un peu? Quel est son degré de pérennité et de solidité juridique? Donc il y a une remise en cause actuellement des biocarburants à cause du CAVI. Donc la palme n'est plus reconnue en France, ce qui pose un problème pour Total, puisque je vous rappelle que la raffinerie de la Mède, en 2011 ou 2012, a été reconvertie pour faire du biocarburant et que du point de vue économique, c'était rentable si on faisait de la palme. Donc si j'ai bien lu la presse, ils sont engagés à faire du français, mais de la palme aussi, mais pas vendu en France, parce que ça ne sert à rien de le vendre en France, c'est vendu en Europe. Parce qu'en Europe, l'Allemagne reconnaît comme du biocarburant la palme, encore. Voilà. Mais tout ça risque de changer. La seconde génération, on en a beaucoup parlé, je vais y revenir tout de suite. La troisième génération a été mentionnée, les algues. C'était prometteur il y a 10 ans, c'est encore prometteur. Et alors, doit-on privilégier nourriture ou carburant? On a ce dilemme depuis l'Ukraine.
Alors, ça a été montré, donc je ne vais pas y revenir, mais on a mentionné les faillites. Il y a eu des grosses faillites aux États-Unis, que je mentionne, quand même un gros investissement de près de 300 millions de dollars, qui convertissait, donc il y a marqué les déchets agricoles en éthanol. La technologie a fonctionné, mais ils se sont aperçus que c'était pas rentable, la collecte est très difficile, la chimie avec des solides aussi inhomogènes, c'est pas commode. Ils ont fait faillite et ils se sont consacrés à tout à fait autre chose. Les usines servent à autre chose, je me rappelle plus quoi, du cosmétique, je crois. Donc complètement changé de sujet. Alors une niche pertinente, probablement il n'y a pas beaucoup d'autres méthodes pour faire voler les avions. Bon, on pouvait rêver au méthane, enfin excusez-moi, à l'hydrogène ou autre, mais en fait, en termes de densité d'énergie, rien vaut le kérosène. Donc avoir du gazole synthétique, oui. Donc là, il y a une niche qui est valable parce qu'il n'y a pas d'autres méthodes. Et il y a des démonstrateurs, hein. Donc un jour ou l'autre, ça va venir. Et il y a toujours un inconvénient. Je veux dire, il n'y a pas de déjeuner gratuit, disait Milton Friedman. Alors, juste pour finir sur un trait d'humour, c'était en Belgique, hein, c'est dans une revue belge. Les nouvelles normes européennes vont vider les gamelles de nos chiens. Oui, parce qu'elles favorisent l'utilisation des déchets animaux et il n'y a plus assez pour l'alimentation animale. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'effets secondaires qu'on ne voit pas, mais Marc me rappelle à l'ordre, donc j'arrête. Merci. Merci beaucoup.